Parfait. Du coup, je vais vous laisser la parole pour démarrer cette session poumon. Je crois que c'est le docteur Delcourt qui va débuter. Eh bien, allons-y, hein, on va lancer les hostilités. Attends, comment je partage? Hop. On est bon? On est bon, oui. Là, je suis en plein écran, c'est bon, vous l'avez? Ouais, c'est nickel, ça défile. Pas de souci. Allez, parfait. Écoutez, bonsoir à tous. Sarkis Delcourt, donc je suis médecin nucléaire à Casamance, à Aubagne, dans le groupe Saint-Yves. On va parler donc au thoracique ce soir. Donc c'est un sujet qu'on pratique au quotidien dans nos services, mais je pense que c'est légitime de se poser la question de est-ce qu'on est vraiment si à l'aise que ça pour quelque chose qu'on voit au quotidien. Alors, je m'excuse par avance, j'ai été un peu trop gourmand sur les diapos, donc il y a des passages où je vais accélérer, mais tout est disponible, vous pourrez les regarder un petit peu plus tranquillement. Sommaire, donc on a pas mal de choses à voir. On va commencer par un petit disclaimer, donc j'ai aucun conflit d'intérêt. Ces diapos, c'est le fruit d'une réflexion personnelle qui est issue de ma pratique des RCP de plusieurs services de pneumologie de la région. Certaines mises en garde ou recommandations que je peux faire sont complètement hors evidence-based medicine. C'est plutôt un appel à l'introspection de nos pratiques. Alors, à gauche, c'est Aristote. Donc c'est le référentiel de poumon qui va être votre Bible si vous en faites. Et à droite, c'est non pas la boulangerie Paul, mais l'oncle Paul qui regorge de cas cliniques et de topos super intéressants sur toute l'imagerie thoracique. Donc on va passer très vite sur l'introduction. On sait très bien que le cancer du poumon, c'est un cancer qui est absolument effroyable, mais qui est en train de s'améliorer avec l'avènement de l'immunothérapie depuis une dizaine d'années. Chose qui est importante à noter, c'est qu'on a une réduction de l'incidence chez les hommes, là où par ailleurs on a une augmentation de l'incidence chez les femmes, parce qu'elles ont commencé à démocratiser, elles commencent à payer la démocratisation du tabagisme qui est arrivée dans les années 90. Alors, à quoi on sert? On sert à beaucoup de choses. Je vais passer un petit peu vite, mais tout le monde le sait. Donc, on sert à la caractérisation métabolique des lésions, qu'elles soient nodulaires, de la plaie ou médiastinale, au bilan d'extension et au contouring en radiothérapie, à l'évaluation du traitement et à l'évaluation de la recherche de récidive quand elle est suspectée. Donc, ça sous-entend que le TEP n'est pas indiqué dans la surveillance et pas indiqué dans le dépistage. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le CNPMN. Hein, donc, voici une capture du thésaurus. Pas de validation en surveillance systématique. Donc, ça, c'est la tête de vos oncologues qui vous demandent des TEP tous les 3 mois de surveillance. Donc, c'est une activité qui est majeure dans nos services. Pour remettre un petit peu les choses en perspective, hein, depuis 2014, on sait que la TEP permet un reclassement du TNM chez 2/3 des patients et un changement de prise en charge chez 1/3 des patients, donc c'est absolument colossal. Alors, 6 petits cas cliniques pour illustrer qu'au final, on ne sait pas grand-chose et que c'est très important de rester en contact avec nos prescripteurs. Cas clinique numéro 1, c'est une femme de 64 ans, ancienne tabagique, qui présente une dyspnée croissante, qui consulte son médecin généraliste, qui lui prescrit une radio de poumon, adressée ensuite au pneumo, qui fait réaliser un TDM, qui retrouve une masse ciliaire droite. Voici le TEP, rien de particulier, si ce n'est cette masse ciliaire droite qui est intensément hypermétabolique. En fait, parenchymateuse, on voit que ça mord un petit peu la scissure et que ça déborde dans le lobe supérieur droit en postérieur. Donc, au vu de son antécédent de tabagisme, on peut légitimement se demander si ça ne serait pas un CPC ou un ADK. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses diagnostiques qui nous viennent? On peut évidemment penser à d'autres choses, mais l'ANAPAT a retrouvé un mélanome et l'inspection n'a retrouvé aucun primitif. Cas clinique numéro 2,
patiente de 77 ans qui a une découverte fortuite d'une lésion du lobe moyen qui avait été étiquetée à l'époque bronchocèle. Donc, un premier TEP, après un contrôle du scan, retrouve une formation de 35 mm avec une portion de 16 mm un petit peu médiale qui présente une activité métabolique assez significative. On réalise un TEP de contrôle à 2 mois qui retrouve une présentation globalement assez superposable, que ce soit en termes de métabolisme qui est toujours faible ou de morphologie. Il n'y a pas eu de majoration ni de disparition en 2 mois et demi. Alors, est-ce qu'on peut penser à une hypothèse alternative devant le métabolisme un petit peu atypique de ce bronchocèle? Donc en fait, on a décidé de faire un prélèvement histologique qui malheureusement s'est compliqué d'une hémorragie qui a nécessité une hospitalisation un petit peu prolongée de la patiente. Et en fait, la NAPAT retrouve une tumeur carcinoïde atypique. Troisième cas clinique, patiente toujours de 76 ans, chez qui on retrouve une lésion du lobe moyen de 12 mm, qui a un antécédent de néoplasie colique qui a été opérée à 20 ans. Elle n'a plus aucun de ses scanners antérieurs qui ont pu être réalisés. Et elle a un tabagisme sevré avec une estimation à 25 paquets années. Voici le MIP du TEP de cette patiente. Rien d'extraordinaire à noter à part ce nodule qui nous intéresse. Nodule de 12 mm qui est assez intensément fixant dans le lobe moyen, rien ailleurs. Il est assez arrondi. Donc, à quoi on va penser dans un premier temps avec l'antécédent de cancer colique, il y a toujours l'option de la récidive de son néocolique qui nous trotte dans la tête, ou alors un primitif. Est-ce qu'on peut avoir d'autres hypothèses diagnostiques? Là, en l'occurrence, c'est pas la peine de penser à autre chose, mais la question à se poser, c'est biopsie ou résection chirurgicale. Finalement, en staff, on décide d'aller à la résection chirurgicale et on a bien fait parce que il s'agit d'une tumeur carcinoïde typique avec un Ki-67 à 3%. Donc ceux qui ont l'habitude d'en faire, c'est pas exactement la présentation la plus typique qu'on puisse avoir. Et en tout cas, il n'y a pas de récidive de sa néoplasie colique. Quatrième cas clinique, patient de 78 ans, fièvre prolongée qui traîne un petit peu, radio de thorax faite en ville, étiquetée comme anormale, sans précision. Ce patient finit par être hospitalisé aux urgences pour dyspnée. Voici son TEP, ils sont mis, et voici quelques-unes des coupes parenchymateuses. Donc là, sur les lobes supérieurs, lobe inférieur gauche et en basal. Donc on voit quand même qu'on a, dans ce contexte de fièvre, un tableau infectieux assez a priori évident, hein, avec une condensation qui a du bronchogramme aérique en son sein et des nodules flous bilatéraux. Donc on a étiqueté ça comme une suspicion de pneumopathie infectieuse bilatérale. Le pneumo a été bien inspiré de réaliser des biopsies lors de son IBUS et qui a retrouvé en fait un ADK basal gauche, TTF1 positif. Donc la question à se poser, évidemment qu'un cancer, ça peut se surinfecter, mais dans ce cas-là, du coup, que fait-on de tous ces petits nodules un petit peu floconneux qu'il y avait dans ce contexte infectieux? En fait, on a décidé de réaliser une PTP donc contralatérale d'un des nodules apicodorsaux droit qui retrouve également un ADK TTF1 positif. Patiente de 80 ans, 5e cas clinique, qui présente une dyspnée intermittente post-grippe. Donc là aussi, une radio de thorax faite en débrouillage en ville, étiquetée anormale, sans précision. Donc c'est une patiente qui habitait dans le Nord, qui a récemment déménagé dans le coin, et c'est la première consultation avec un pneumologue local. Elle parle au pneumologue de sa tâche qu'elle a et qui ne bouge pas depuis 10 ans. Donc le pneumologue finit par nous l'envoyer, et en voyant ce TEP, je passe un coup de fil au prescripteur qui m'informe qu'il a pu récupérer dans l'intervalle un compte-rendu d'un scanner fait en 2019 dans le Nord, donc sans les DICOM, hein, que le compte-rendu, qui retrouve à l'époque une stabilité de la séquelle rétractile postéro-basale du lobe inférieur droit, connue, post-infectieuse d'environ 40 mm. On ne sait pas trop quoi faire, donc on a proposé de refaire un TEP de contrôle à 6 mois, dont voici les images.
max de la lésion qui est à 2,1 versus 2,4. Grand axe mesuré à 43 mm. Du coup, est-ce qu'on considère que cette séquelle qui semble connue est stable? Est-ce que c'est rassurant? Donc là, on est un petit peu, tout peut s'entendre. Donc ça, c'est l'intérêt des cas un petit peu compliqués qui se discutent en staff. Donc c'est pas forcément des RCP, c'est des staffs. Et décision du staff PTP qui retrouve un ADK mucineux. Enfin, dernier cas, un petit peu plus inquiétant de prime abord. Donc c'était une jeune femme de 34 ans, d'origine asiatique, avec des antécédents familiaux majeurs, multiples de néopulmonaire. Pas de voyage récent, pas de fièvre. Elle a réalisé un TDM dans le cadre de l'apparition d'une dysphonie récente, et le pneumologue prescripteur nous demande de réaliser un TEP en urgence suite aux résultats du scan, dont voici quelques clichés. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde. Hein. Il y a une masse hilaire gauche, il y a pas mal de ganglions homolatéraux qui remontent jusqu'en sus claviculaire. On a un nodule dans le lobe supérieur qui a un raccordement pleural. Donc, je passe un coup de fil directement au pneumo. Il y a de rares cas de mutation germinale EGFR à laquelle on peut penser devant ce tableau de cancer du poumon familiaux. Mais là encore, on a des surprises. Dans le cas présent, c'était plutôt une bonne surprise avec un tableau extrêmement bâtard. Résultat des biopsies retrouve une tuberculose. Alors, troisième pan de la présentation, un nom un petit peu pompeux de nodulologie qui nous vient des États-Unis. Et vous allez voir qu'il est quand même plutôt pertinent. Donc, si on reprend la base de la base, on a trois types de nodules qui sont visibles dans le poumon. Donc, soit des nodules solides, soit des nodules en verre dépoli pur, soit des nodules mixtes qui combinent les deux précédents. Alors, je vous pose la question, vous ne pourrez pas me répondre. Quelles sont, selon vous, les probabilités de malignité de ces trois entités? Si je vous pose la question, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'un petit peu contre-intuitif. De prime abord, je pense que beaucoup d'entre vous se disent que c'est le nodule solide qui est le plus à risque d'avoir un potentiel de malignité. Et en fait, c'est tout le contraire. Donc, celui qui est le plus à risque de potentiel de malignité, c'est le nodule mixte, suivi par le nodule en verre dépoli, et le nodule solide arrive en dernier. Donc, je sais que ça vous en bouche probablement un coin comme ça m'en a bouché un le jour où j'ai appris ça. Mais du coup, ça change un petit peu la perspective des anomalies qu'on voit en TEP au quotidien. Idéalement, ces nodules en verre dépoli ou mixtes sont censés atterrir chez nous après que les patients aient déjà eu un TEP de contrôle, un scan de contrôle après un traitement d'épreuve d'antibiothérapie. Donc, le fait que ça persiste après un traitement antibiotique d'une infection probabiliste, c'est plutôt en faveur de quelque chose de suspect. Alors, est-ce qu'il y a que la taille qui compte? Déjà, en termes de dénomination, on a les micronodules qui correspondent aux lésions de moins de 6 mm, les nodules qui sont compris entre 6 et 30 mm, et les masses pour les lésions de plus de 30 mm. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, il n'y a pas que la taille qui compte, mais la taille compte quand même beaucoup. La probabilité de lésions cancéreuses augmente, quel que soit le seuil maximal. Donc, quand on seuille à 6 mm, plus la taille augmente, plus on est à risque de cancer, etc., y compris pour l'ensemble des tailles. Donc, au plus la taille augmente, au plus on a de risques que la lésion soit cancéreuse. Alors, comment on mesure exactement? Est-ce qu'il y a des différences entre ces types de nodules? Un nodule solide, s'il est supracentimétrique, il faudra rapporter les deux axes, sans inclure les spicules éventuels. S'il est infracentimétrique, il faudra faire la moyenne du grand axe et du petit axe. Les nodules en verre dépoli, ce sera la même méthode de calcul que le nodule solide. Par contre, le nodule mixte, c'est un petit peu différent. Il faut inclure la composante complète en verre dépoli, y compris s'il y a une composante kystique. Et il faut également mesurer la composante dense en son sein. Donc, ce n'est pas forcément toujours facile, mais il faut toujours estimer la composante solide au sein d'un nodule mixte.
Une entité un petit peu particulière qui est extrêmement fréquente parce qu'elle peut concerner jusqu'à 60% des patients selon les séries, c'est les ganglions intraparenchymateux ou intracissuraux ou encore péricissuraux. Donc, il y a deux types de ganglions intraparenchymateux. Donc, en anglais, c'est PFN. Il y a ceux qui répondent aux critères de typiques et ceux qui sont atypiques. Donc, ceux qui sont typiques répondent à toutes les caractéristiques qui sont listées là sur la gauche. Donc, une taille inférieure à 12 mm, une densité solide, homogène et non calcifiée, sous-carénaire. Donc, sous-carénaire, en gros, ça veut dire que ça concerne le lobe moyen et les lobes inférieurs, et à moins de 15 mm de la plèvre. Donc, en gros, c'est plutôt périphérique et c'est plutôt vers le bas parce que drainé par la gravité. Concernant leur forme, donc c'est des formes lentiformes, triangulaires ou trapézoïdes que les radiologues appellent volontiers béret basque. Alors je ne savais pas exactement ce que c'était un béret basque, donc je suis allé vérifier et j'ai essayé de les positionner là sur les schémas, ça correspond à peu près. Donc si vous gardez ça en tête, vous devrez pouvoir facilement les reconnaître. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas que les médecins nucléaires qui ont un coefficient interobservateur pas de 100%, les radiologues aussi. Donc ça, c'est les résultats de la même étude qui ont observé 6 lecteurs radiologues qui devaient classer des lésions en ganglions intraparenchymateux ou lésions suspectes. Alors, déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a peu de faux négatifs. Voilà, donc ça, ces petits chiffres, c'est les faux négatifs. Et du coup, le gros des erreurs vient de faux positifs, mais il faut savoir que du coup, ils ont été obligés de classer aussi les atypiques. Donc, on peut raisonnablement se dire qu'en respectant tous les critères de classification des ganglions intraparenchymateux typiques, on a très peu de chances de passer à côté d'une lésion suspecte. Ensuite, concernant les calcifications, donc les micronodules, les nodules, mais c'est souvent des micronodules calcifiés. La seule chose à faire, c'est de les traiter par le mépris, hein, donc ils n'ont même pas besoin de figurer dans les comptes rendus, mais il faut qu'ils soient entièrement calcifiés et la plupart du temps, ils correspondent à des séquelles post-infectieuses de l'enfance. S'ils sont très nombreux et bilatéraux, généralement, c'est assigné à un antécédent de pneumopathie virale, notamment de pneumopathie varicelleuse. Ensuite, la marteau-condrome, dont on entend souvent parler, mais on n'ose jamais se mouiller complètement pour le rendre bénin. Donc, il est effectivement bénin et asymptomatique le plus souvent. C'est une lésion qui va mixer de l'épithélium respiratoire, des muscles lisses, du cartilage, mais surtout de la graisse. Et c'est cette graisse qui va nous permettre de retenir ce diagnostic, donc qui est pathognomonique et qui est présente dans 40% des cas. Donc, il faut le regarder en fenêtre médiastinale et il faut mesurer la densité Hounsfield, quitte à zoomer comme un malade. Mais voilà, il faut essayer de trouver cette plage de graisse qui nous permet de retenir ce diagnostic. Et enfin, les calcifications qui ne répondent pas aux précédentes caractéristiques, donc plus excentrées, dispersées, une densité UH plus faible, ça peut être retrouvé chez 10% des tumeurs carcinoïdes. Alors, où sont les cancers? C'est une question qui peut paraître déstabilisante, mais c'est un vrai sujet. Donc, il y a une vraie distribution statistique des cancers. Donc là, vous pouvez voir que le lobe supérieur droit est le siège de 45% de l'ensemble des cancers du poumon. La lingula, moins de 2%, le lobe moyen, moins de 6%. Alors, je comptais vous la détailler, mais je vais accélérer parce que sinon, ce sera trop long. Il y a une classification qui vient des États-Unis qui s'appelle la classification Langrads. Donc là, c'est la deuxième édition qui vient de sortir en 2022, qui nous permet de classer le risque de malignité d'un nodule et du coup de juger du timing de sa surveillance par scanner. Donc, je vous en parle parce qu'on va rentrer dans une phase de déploiement du dépistage du cancer du poumon. Donc, il faut un petit peu se sensibiliser à des classifications un petit peu robustes pour que ça soit reproductible en interobservateur. Donc, ça va surtout concerner les radiologues, mais il faut absolument qu'on ait au moins notion de cette classification et qu'on puisse s'y référer si besoin.
Donc, juste petit aparté, donc ça va de 0 à 4. Au plus on va haut dans les chiffres, au plus c'est suspect de malignité. Donc là, on voit juste que en grade 1 et grade 2, on peut avoir jusqu'à 60, 70 ou 80% de la population qui peut présenter des nodules pulmonaires qui sont bénins. Donc les seuils à retenir, donc le nodule passe du côté suspect, donc à partir du 4A, au-delà de 8 mm s'il est solide. Donc il se trouve que c'est le seuil d'indication de caractérisation métabolique en TEP, ou mixte dont la composante solide est de 6 mm. Voilà, c'est d'où l'intérêt de mettre les deux mesures quand on mesure un nodule mixte. Donc dans le cadre du dépistage, on classera le patient comme négatif avec les catégories 1 et 2 et positif dans les catégories 3 et 4. On a quelques cas particuliers, notamment des kystes pulmonaires avec des parois qui s'épaississent avec le temps. Donc ça, c'est également suspect, donc c'est classé 4B. Donc il y a pas mal de notes complémentaires à la suite de cette classification. J'attire juste votre attention sur les nodules en verre dépoli à croissance lente. En fait, il n'y a pas de limite de taille. Donc c'est un cas un petit peu bâtard pour lequel il faudra rester vigilant. Alors, deux entités un petit peu particulières qui mériteraient à elles seules d'avoir des topos de plus d'une heure. Donc, les tumeurs carcinoïdes et les carcinomes lipidiques. Donc, les tumeurs carcinoïdes, c'est une entité qui est diagnostiquée uniquement sur pièce opératoire. Donc, il y en a deux types, on les appelle typiques ou atypiques, c'est en fonction de certaines caractéristiques histologiques. C'est des lésions qui sont très vascularisées avec un risque d'hémorragie en cas de biopsie. C'est pour ça que quand on a une forte suspicion de tumeur carcinoïde, il vaut mieux ne pas suggérer de faire de biopsie et les chirurgiens aiment l'enlever directement. Donc c'est 2% de l'ensemble des néos du poumon, mais 25% des tumeurs neuroendocrines. Petite prédominance féminine avec un âge moyen au diagnostic de 50 ans. La plupart du temps sporadique, mais qui peuvent être associés à des NEM de type 1. Donc, si c'est le cas, il faut rechercher d'autres anomalies qui pourraient rentrer dans cette NEM. En première intention, ça serait plutôt le gallium de Tatoc qui serait indiqué. Mais s'il est négatif, il faut pas hésiter à faire un FDG. Et c'est pas vraiment le mode de découverte, c'est plutôt une découverte fortuite des tumeurs carcinoïdes. Et en fait, on se rend compte dans les séries que 60% de l'ensemble des tumeurs carcinoïdes sont situées dans le lobe moyen. Donc, si je reviens sur l'autre schéma, lobe moyen, 5% des lésions totales et 60% des carcinoïdes sont situés dans le lobe moyen. Alors, les carcinomes lipidiques, là aussi, c'est des carcinomes avec des caractéristiques histologiques particulières. L'important, c'est de savoir s'ils ont un caractère invasif ou non. Alors, généralement, quand ils deviennent invasifs, c'est que le nodule n'est plus uniquement en verre dépoli pur, mais avec une composante solide en son sein. Donc, c'est des temps de doublement volumique qui sont longs, voire parfois très longs, et il y a une nette prédominance lobaire inférieure. Si on est devant une forte suspicion avec du verre dépoli pur, les chirurgiens peuvent volontiers faire, si le geste est possible, une wedge, donc une résection atypique, qui sera à la fois diagnostique et thérapeutique. Quelques particularités, donc c'est souvent des patients qui ont une mutation EGFR, donc qui sont non-fumeurs ou peu fumeurs, enfin, anciens peu fumeurs sevrés, et c'est des lésions qui peuvent être volontiers dans un tiers des cas multifocales. Et dans ce cas-là, quand on prolonge la surveillance, il faut avoir une stratégie d'épargne parenchymateuse. Voilà, parce qu'on va se retrouver embêté si on fait des lobectomies successives tous les 2-3 ans. Donc ça, c'est vraiment des discussions de centres experts qu'il faut avoir. Alors, est-ce que le TEP est vraiment mauvais dans les lipidiques? Oui. Oui, mais ce n'est pas une raison pour l'être encore plus. On va l'illustrer dans les prochaines diapos. Mais en gros, la sensibilité, c'est 50-60%. Donc, les carcinomes lipidiques se caractérisent par un énorme polymorphisme des lésions. Donc, ça peut aller du verre dépoli pur aux lésions mixtes, que ce soit avec un petit halo périphérique ou un bronchogramme central,
le fameux crazy padding avec des épaississements septaux qu'on voit un petit peu dans tout le lobe inférieur et une illustration du caractère multifocal. Alors, j'ai appelé cette partie de l'accordage de violon, terminologie et questions techniques. Donc, beaucoup de faux négatifs en TEP-FDG sur les lésions mixtes et en verre dépoli. Alors, oui, c'est ce qu'on entend tout le temps. Là, on voit un patient qui vient pour caractérisation d'un nodule mixte du lobe inférieur droit. Le MIP n'a pas l'air incroyable. On a une coupe qui passe là en fenêtre parenchymateuse par le nodule. Quand on regarde en NAC, donc on a le non corrigé là à gauche, on n'a pas l'impression de voir grand-chose. Donc je pense que beaucoup l'auraient rendu négatif. Simplement, si on grille, donc c'est le même patient, hein, c'est la même coupe, si on grille vraiment le NAC, on ne peut pas dire qu'il y a strictement rien à cet endroit-là. Donc moi, c'est ce que j'ai fini par rendre dans le compte-rendu. Donc, quand je parle d'accorder les violons, c'est qu'il n'y a pas de vraies règles sur la bonne terminologie. Il y a des poètes, il y en a qui sont old school, il y en a qui vont dire qu'un TEP est négatif. Voilà, donc je pense qu'il faut accorder un petit peu nos violons parce que les prescripteurs en face, notamment les pneumologues et les chires, alors bon, ils en font un petit peu ce qu'ils veulent quand c'est pas clair, mais ils nous regardent quand même souvent comme ça en staff en disant non mais pour toi c'est significatif ou pas. Donc dans ce cas-là, je pense que c'est pas pertinent de parler d'hypermétabolisme faible. Pour moi, c'est même un oxymore, donc un adjectif qui contredit le nom. Donc ici, le SUV qu'on avait est équivalent sur les coupes non corrigées, sur les coupes corrigées au reste du bruit environnant. Donc SUV max de la lésion 1,7, bruit de fond médiastinal 2,5. Donc suite à nos discussions, il y a eu une ponction avec biopsie et on a retrouvé un AD4 TTF1 positif. Donc, est-ce que ces sensibilités qui ont été retrouvées sur des séries d'études qui ont été faites il y a 10-15 ans sur des TEP analogiques, est-ce que réellement c'est des sensibilités qui sont réelles? Alors, oui, on n'est pas très bon, mais est-ce que c'est pas complètement sous-estimé par manque de reproductibilité interobservateur? C'est toute la question qu'il faut se poser. A contrario, un nodule postéro-basal gauche, là j'ai grillé comme un malade, celui-ci je l'ai rendu strictement non métabolique. Donc ça c'est une réflexion personnelle, les termes qu'il faut, je pense, éviter dans les comptes rendus. Faible hypermétabolisme parce que c'est plutôt un oxymore. TEP négatif, alors je suis désolé, hein, il y en a qui vont défendre ça, mais pour moi ça ne veut rien dire. Nodule non hypermétabolique, mais du coup, est-ce qu'il l'est un petit peu quand même? Est-ce qu'il y a un métabolisme basal qui n'est pas inquiétant? Ouais, je pense qu'il faut éviter les parapluies à rallonge non métaboliques sous réserve de certaines histologies, sous réserve de la résolution spatiale de la technique, blablabla. Bon, ça, je pense qu'il faut éviter. Et considérer comme non fixant une activité inférieure au bruit de fond, soit médiastinal, soit hépatique. Je pense que c'est plus pertinent de considérer de manière un petit peu dichotomique que compte tenu de son caractère, donc on l'a bien analysé, et donc effectivement c'est un nodule qui est en verre dépoli pur ou peu dense ou mixte. Les quelques voxels qu'on voit et qui se détachent du reste du parenchyme non corrigé, on considère ça comme une activité métabolique significative et qui permet de répondre à la question est-ce qu'on doit aller à la biopsie ou pas? Est-ce qu'il y a des facteurs confondants qui justifient un contrôle TEP ultérieur, éventuellement si on est en post-infectieux récent ou s'il y a déjà eu une biopsie à proximité? Et je pense qu'il faut préciser quand les lésions sont strictement non métaboliques et qu'on a bien vérifié sur le NAC qu'on n'a rien qui ressort visuellement. Donc ça, c'est la tête du pneumo de la RCP quand le premier TEP avait été rendu négatif, avec du coup les patients qui ont moins tendance à aller faire leur scanner de surveillance, donc un peu perdu de vue, et 2 ans plus tard, il retourne finalement chez son pneumo, il refait un scan, tout a grossi, et le TEP est positif cette fois, y compris en ganglionnaire.
un mot très rapide sur la synchronisation respiratoire que personnellement, je n'utilise pas. Alors, les revues de la littérature montrent qu'il y a un rehaussement du FUV, notamment en base droite, ça permet un meilleur contouring de la radiothérapie. Au final, est-ce que c'est un vrai gain de sensibilité sur des nodules qui n'auraient pas été détectés? Ça concerne très peu de patients, compte tenu du rallongement significatif de la durée d'acquisition. Donc, c'est à adapter au cas par cas et aux spécificités de chaque service, en fonction du nombre de TEP qu'ils ont et du nombre de patients qu'ils font par TEP. Alors, le gros de la présentation, que j'ai intitulé TNM, RCP et pièges. Alors, le TNM, il y a des évolutions. Donc, mettez-vous à jour. Hein. On est censé utiliser depuis 2017 la 8e édition. Et la 9e édition vient d'être publiée. Donc, elle n'est pas encore utilisée partout. Mais il va falloir tenir compte de ces modifications. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. J'ai listé les points les plus importants. Donc, pas de modification entre la 8e édition et la 9e sur le T. C'est sur le N où on va vraiment avoir un sujet. Donc, le N2 devient subdivisé en N2A et N2B. Donc, selon qu'on on a un seul site ganglionnaire atteint, donc ce sera un N2A, ou plusieurs sites atteints en N2, donc ce sera un multisite N2B. Donc, ça change le regroupement en stade. L'ancien T1 N2A devient un 2B, non plus un 3A. Enfin, pour le M, le M1C qui était déjà présent dans la 8e édition est divisé en deux, donc M1C1 et C2. Donc C1, c'est pour de multiples métastases dans un seul organe à distance, et C2 dans de multiples organes à distance, en sachant que l'os et les muscles sont considérés pour l'instant comme un seul organe. Quelques rappels de la 8e édition qui ne font pas de mal à ceux qui n'en font pas tous les jours. Donc, le cutoff pour passer en T4, c'est au-delà de 7 cm. Avant, dans la 7e édition, on était en T3, maintenant on est en T4. Une atteinte diaphragmatique, c'est un T4 et non plus un T3. Une masse hilaire, on est directement N1. Il y a un vrai sujet sur les nodules. Donc, faites attention, les nodules satellites du même lobe, ça classe la lésion en T3. Dans le même poumon, mais dans un lobe différent du même poumon, c'est du T4. Et enfin, dans un lobe contralatéral, c'est du M1A. Référentiel Aristote, si vous décrivez de multiples sites ganglionnaires qui sont atteints, c'est appréciable pour les cliniciens de leur dire quelles sont les cibles les plus facilement biopsiables ou qui risquent d'être le plus contributives, surtout s'il y a déjà eu des essais qui n'ont pas permis de trancher. Donc, en fonction du site médiastinal, vous avez la technique d'exploration qui est la plus adaptée. Donc, il n'y a pas tout qui peut être atteint avec chaque technique. Et j'attire votre attention du coup sur les sous-carénaires, qui est le seul secteur qui est atteignable avec les quatre techniques. Donc, RCP, c'est obligatoire depuis 2003 et tant mieux. Dans la vraie vie, donc c'est des heures tardives, c'est entre midi et 2, c'est des plannings surchargés, des rajouts de dernière minute. Il y a une récente méta-analyse qui portait sur 130 000 patients, donc qui a confirmé qu'évidemment les RCP amélioraient la survie globale, mais qui observait une diminution de ce bénéfice en sous-analyse quand les RCP se prolongeaient trop ou traitaient trop de patients. Donc avec une moindre personnalisation des plans de traitement, des retards diagnostiques, des erreurs par simplification ou des décalages à la RCP suivante avec d'éventuelles pertes de chance. Donc les cas discutés en fin de réunion recevant moins d'attention augmentent le risque d'omission de détails clés. Donc une réelle perte d'efficacité des RCP en termes de survie et de qualité des soins. Alors, je durcis un peu le trait, mais quelquefois, on est passé pas loin de ça quand même. Donc,
comment apporter notre pierre à l'édifice et même sans être à la RCP, faire en sorte de fluidifier la préparation des dossiers. Alors, ça va peut-être en choquer certains, mais le corps de texte en RCP, il y en a plein qui ne lisent pas. Donc, vraiment, il faut vraiment soigner les conclusions. Donc, ça, les 3 diapos qui arrivent, c'est ma vraie réflexion personnelle. Donc, c'est pas du tout des guidelines, hein, c'est ce qui ressort de mon expérience avec les cliniciens. Donc, vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre ou vous pouvez ne pas être d'accord, on en discutera après. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre de TNM en conclusion parce que déjà, premièrement, on n'a pas d'infos sur le cerveau, on n'a pas de retour des biopsies éventuelles qu'il y a déjà eu et ça peut être confusogène en RCP. Donc, soignez toujours la conclusion. Attention aux phrases réflexes en fonction des prescripteurs à qui vous parlez. Les pneumos sont au courant qu'ils doivent éventuellement tester des antibiotiques avant de faire un contrôle. Faites attention de dire systématiquement à confronter à des données histologiques quand il y a un petit nodule chez un patient qui est emphysémateux au dernier stade et qui risque de s'envoler au moment de la ponction. Donc faites un peu preuve de pragmatisme et hiérarchisez les anomalies décrites en fonction du degré d'urgence. Un radiologue m'avait dit un jour, ça m'est resté, un adage que je trouve en fait de plus en plus vrai avec le temps. Il m'avait dit microsémiologie égale macroconnerie. Donc c'est souvent le cas. Donc excusez-moi le terme, mais quand on encule un peu des mouches, souvent on finit par créer des problèmes qui n'étaient pas là avant. Donc voilà, il ne faut pas vendre de progression sur une augmentation d'1 millimètre en axial, en inspiration libre. Il faut pour ça, du coup, connaître les paramètres d'acquisition scan, nos épaisseurs de coupe, éventuellement, est-ce qu'il y a eu des acquisitions complémentaires en apnée ou pas. Ensuite, pour le T spécifiquement, toujours avis perso, donc on regarde toujours le NAC en grillant bien, éventuellement même sans le scanner, que ce soit pour les nodules mixtes, le verre dépoli, les épanchements, grillez bien vos images. Pour les nodules non solides, essayez de récupérer les scans les plus anciens, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les contrôles annuels, ils répondent stable, 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 stable. Et en fait, quand on compare à suite 2019, il a pris 8 mm. Donc voilà, essayez de récupérer les plus anciens possibles. Et méfiez-vous, donc ça c'est complètement hors EBM, mais méfiez-vous des séquelles chroniques post-infectieuses, notamment en base droite. Il n'y a pas de série qui a été sortie là-dessus, mais c'est des patients qu'il ne faut pas lâcher dans la nature, avec un risque de carcinogénèse, je pense, au-delà de plusieurs années. Donc, pas de dénomination des segments du poumon si c'est au doigt mouillé, il vaut mieux pas les mettre. Pour le T, préciser du coup la taille et les rapports suro-diaphragmatiques pleuraux, ça va aider les chirurgiens. Alors, décrivez précisément les zones de nécrose, en particulier quand il y a déjà eu une biopsie qui est revenue non contributive. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils vont devoir y retourner et il faut d'ores et déjà leur préciser quelles sont les zones les plus fixantes, toujours actives et pas nécrosées. C'est probablement là qu'ils vont aller rebiopsier. Ça leur permet de choisir est-ce que ça sera plus accessible en PTP ou en mini-sonde, parce que ce n'est pas le même intervenant. Dans un cas, ce sera le radiologue, dans l'autre cas, ce sera le pneumologue. Pensez toujours au timing des remaniements post-interventionnels. Est-ce qu'il y a eu un pneumothorax post-biopsie? Est-ce qu'il y a eu un trocar, du coup? Est-ce qu'il y a eu un trajet de biopsie? Est-ce qu'il y a eu un talcage? Tout ça, ça peut modifier vos critères d'interprétation. Raisonnez par argument de fréquence, mais sans affirmer une histologie. Donc, le bon exemple, là, c'est par exemple l'homme moyen. Effectivement, avoir un petit nodule qui fixe un petit peu, ça peut faire évoquer une tumeur carcinoïde, mais il n'est pas question d'affirmer un diagnostic en conclusion sans histo. Du coup, petit rappel, évitez de dire atteinte secondaire pulmonaire si les nodules satellites sont dans le même lobe. C'est un T3, c'est pas un M1. Et apprenez à trancher sur les ganglions intraparenchymateux et les amartochondromes typiques. Ensuite, pour le N et pour le M,
Pour le N, cibler intelligemment les ganglions à biopsier et aiguiller le geste le geste idéal en vous référant au tableau d'Aristote. Pour le N2, soyez maximaliste, hein, ça c'est la 9e édition du TNM, soyez maximaliste sur les sites qui font basculer en N2B. Pour le médiastin, apprenez à trancher sur les récessus péricardiques et les reliquatimiques, notamment en fonction de l'âge du patient. Pour le M, petit warning, attention aux lésions secondaires uniques qui du coup font basculer le stade du patient. Voilà, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je vois, c'est un vrai foyer ou pas? Donc un petit foyer osseux isolé sans traduction TDM, ça peut être un artefact. Ceux qui utilisent des solutions de type subtle tape, attention, c'est aussi pourvoyeur de petits artefacts. Donc prudence et contrôle en axe systématique. Prudence aussi pour ceux qui passent d'un tape analogique à un tape numérique. Donc gain de sensibilité et les surrénales peuvent un petit peu fixer sans qu'il y ait forcément de lésions nodulaires. Donc il ne faut pas systématiquement associer ça à des lésions secondaires, en particulier s'il n'y a que ça. Donc il y a une courbe d'apprentissage quand on passe à un tape numérique. N'hésitez pas à appeler les prescripteurs, surtout s'il y a des lésions osseuses qui peuvent apparaître menaçantes, donc les radiothérapeutes ou les neurochiens. Et deux principes, si vous avez le cerveau dans l'acquisition, dégriller. Donc, ça n'a aucune valeur ni prédictive, ni négative, ni positive. Mais voilà, si on voit une grosse patate, ça serait bête de passer à côté. Quels enjeux pour le futur? Promis, j'accélère. Alors, dépistage, ça y est, on y est, c'est lancé. L'INCa a lancé un projet Impulsion avec près de 30 hôpitaux qui doit inclure 20 000 participants. Là, vous avez l'arbre décisionnel de surveillance pour les nodules, que ce soit du verre dépoli, du mixte ou du solide, vous les relirez à tête reposée. L'autre pan du futur dans lequel on est déjà un petit peu, c'est l'immunothérapie. Donc, deux versants, l'évaluation du traitement et la détection des effets immuno-induits. Une diapo que je trouve remarquablement bien faite, donc qui est sortie en 2021 et qui a été présentée par Romain Seban au JFMN 2022, dont je vous recommande fortement de revoir à nouveau la présentation. Voilà, donc cette diapo, je la trouve parfaite et elle résume tout ce qu'on sait pour l'instant des effets secondaires immuno-induits, donc qui sont imprévisibles, dont les risques se cumulent quand il y a des doubles immunothérapies, qui surviennent à des délais variables, mais en majorité avant 3 mois. Et qui sont quand même corrélés et associés à une réponse tumorale. Le deuxième gros morceau de l'immunothérapie, c'est l'évaluation intermédiaire, avec du coup les fameuses pseudo-progressions, pour lesquelles on a des critères hypersistes qui ne sont pas parfaits, mais qui ont au moins le mérite de mettre en valeur, attention, les TEP réalisés précocement à 6-8 semaines de traitement. On n'affirme pas une progression directement à ce moment-là, il faut faire un contrôle à 3 mois. Et dans ce cas-là, on reclasse la progression indéterminée, soit en progression confirmée, soit en réponse complète, partielle ou stabilité. Donc, l'autre élément à prendre en compte avec l'immunothérapie, c'est au-delà des anomalies métaboliques qu'on voit, est-ce qu'il y a un bénéfice clinique du traitement? Si les patients vont cliniquement beaucoup mieux, ont amélioré leur statut OMS, voilà, il faut privilégier la stratégie qu'Olivier Humbert a appelée le wait and see, dont je vous recommande également de revoir les diapos qui étaient au JFMN 2022. Voilà, donc wait and see et en particulier si bénéfice clinique pour le patient. Alors, en 2 mots, les nouveaux game changers. Donc, pour les traceurs, il y a une étude qui est sortie là tout récemment sur le fluorophapie. Donc, c'était une étude chinoise qui a montré au final une meilleure précision diagnostique, non pas pour le T, mais pour le N et le M, avec une meilleure VPN, hein, quand même assez significative, 97% versus 70%. Voilà, donc, il a permis encore de faire, a priori, progresser le staging des néopulmonaires en TEP. Au-delà du FUV, on a un super papier de Pierre Tricarico, je ne sais pas s'il est avec nous ce soir. Donc, au-delà des critères hypersistes et persistes, en évaluation intermédiaire à 6-8 semaines,
il a pu mettre en évidence qu'un critère composite qui est le TMTV, donc c'est le volume total, le volume métabolique total de l'ensemble des lésions résiduelles sur la première étape intermédiaire, était corrélé à la survie sans progression et la survie globale et permettait de mieux classer les patients que les critères persistent, avec un cut-off qui était retrouvé à 57 cm3, si je ne m'abuse. Donc les futurs défis, ça sera de réussir à automatiser cette approche grâce à l'IA, parce que voilà, tous ces calculs sont plutôt chronophages et cette délimitation n'est pas extrêmement robuste ni standardisée. Donc ça, c'est les défis de la prochaine décennie et qui s'annoncent quand même assez palpitantes. Alors, au-delà du FUV, il y a des critères composites comme le TMTV, mais l'avènement des TEP grand champ va nous permettre d'avoir des infos sur tout ce qui se passe entre l'injection du FDG au patient et le temps de 60 minutes qu'on utilise actuellement comme une espèce de cliché. Donc j'avais mis 2 chiens à l'époque, c'était pour dire que si on met un petit chien et un gros chien dans une chambre et qu'on ferme la porte et qu'ils ont chacun une gamelle, on revient au bout d'1 heure, en fait les 2 gamelles sont vides, mais on n'a aucune info sur la voracité de chacun des chiens. Et on se doute bien que le chien de droite a une voracité un peu plus marquée que le chien de gauche. Donc, si on revient sur des infos qu'on est censé avoir eues au cours de Saclay, même si probablement certains décuvaient encore un peu, dont moi, on a 2 éléments qui sont quand même assez majeurs et qui vont nous permettre de passer du stade, on l'espère, de recherche clinique avec des prises de sang, des comptages de sang radioactif, etc., à des paramètres de reconstruction qui nous permettront d'avoir accès à la fraction non métabolisée du FDG et à la fonction d'entrée artérielle, le KI, qui est parce qu'on néglige la fraction non métabolisée du FDG dans le calcul du FUV, alors qu'en fait, il peut correspondre à jusqu'à 67% de l'activité qui est présente dans certaines rues. Et donc, en fait, voici quelques images qui permettent d'extraire ces paramètres. Donc, le SUV, le KI, le volume sanguin circulant et le K1. Et on sent que la TEP multiparamétrique va nous permettre de pouvoir discriminer des lésions malignes et bénignes de manière plus efficiente et va pouvoir trouver des marqueurs composites prédictifs de bonnes réponses au traitement. Donc, en conclusion, c'était très dense, j'ai dit beaucoup de choses. S'il faut retenir quelques petits points, c'est que le dépistage du cancer du poumon, même si c'est surtout les radiologues qui vont être impactés, on va l'être aussi indirectement par ricochet parce qu'on va avoir beaucoup de nodules qui vont atterrir chez nous. Essayez, sans la connaître par cœur, de jeter quand même un coup d'œil à la classification Lundgren, parce que beaucoup de gens ne s'en servent pas, alors qu'en fait, elle est quand même plutôt robuste. Mouillez-vous sur vos comptes rendus avec pragmatisme. Essayez, dans la mesure du possible, d'aller en RCP. C'est une importance majeure d'avoir le retour des prescripteurs. Petit tips hors EBM, méfiez-vous des séquelles chroniques post-infectieuses. Je suis persuadé qu'il y a des processus de cancérisation à bas bruit, avec de l'inflammation un petit peu chronique. Et le futur, même si on est déjà un petit peu dedans, donc c'est la personnalisation des traitements, la médecine personnalisée avec la radiothérapie adaptative dont on va parler, et des nouveaux game changers, donc le FDG non métabolisé. Je suis persuadé que le FDG n'a pas dit du tout son dernier mot et que les 10 prochaines années ne seront pas forcément uniquement dédiées à la rive et que les TEP grand champ vont nous permettre d'exploiter pleinement le potentiel du FDG. Voilà, je vous remercie et désolé pour la longueur. Merci Sarkis pour cette présentation. C'était hyper complet. C'est vrai que c'est assez intéressant. Ça va permettre de regarder pas mal d'éléments sur le dossier. Je pense qu'on ne va pas faire de questions maintenant. On va enchaîner directement avec la deuxième présentation. Et puis, on fera un petit point à la fin pour la discussion et pour les questions derrière. Donc, je laisse la parole au docteur Poulpouda qui va nous parler un peu du côté onco-radiothérapie. Oui, merci beaucoup. Moi, ça sera beaucoup plus court parce que je pense que ça va durer 10 à 15 minutes. Donc, c'est parfait. On va bien se compléter. Il faut juste que j'arrive à trouver la présentation. Est-ce que ça marche?
On voit mon topo ou pas? Ouais, ça c'est bon. Ouais. Il faut que tu le mettes en diapo, c'est bon? Ouais. C'est bon là? Mets-le en diaporama sur ton Je suis en diaporama. Ah, on voit ton PowerPoint sans le diaporama. Alors attends, je vais faire autre chose. Ok, bien. Peut-être le temps que tu l'affiches, j'avais une question de Shishani Abdelkrim qui voulait poser une question, si tu veux en profiter. Ton micro est coupé. Une vraie question. Ah, c'est bon comme ça, Claudia. Mais tu peux y aller alors. Allez, c'est parti. Moi, je suis le docteur Claudia Pouipoudin. Donc, en fait, je suis PH en radiothérapie au CHU de Bordeaux, plutôt dans les tumeurs thoraciques. Donc, ça va être beaucoup plus court. En fait, c'était pour répondre à des questions un peu pragmatiques. Voilà, en gros, en quoi nous, on va se servir du TEP, que ce soit pour la décision de chirurgie très rapidement, mais surtout pour la décision de radiothérapie, et notamment, comme a dit Sarkis, sur toutes les possibilités du TEP pour nous aider pour la délimitation de nos volumes. Donc, en introduction, dans les cancers du poumon localisés, nous, on va demander systématiquement un TEP-TDM qui est vraiment obligatoire. Donc, on va vraiment avoir besoin de cet examen pour la description de la lésion primitive. Donc, ça a été longuement détaillé, mais vraiment, nous, une grosse importance de savoir si on trouve ça plutôt suspect, douteux ou autre. Évidemment, un grand rôle dans la description de l'atteinte ganglionnaire. Un rôle également dans la décision thérapeutique. Un très grand rôle dans la définition de nos volumes de radiothérapie, comme on va voir. Et un rôle un peu moins important, mais qui peut quand même nous aider dans le suivi et dans nos toxicités. Donc, tout d'abord, dans le cas des CN0-TEP, donc il y a vraiment une importance pour nous en niveau clinicien pour s'assurer en fait d'un caractère N0 avant tout traitement, parce que du coup, les traitements vont considérer deux possibilités, soit une chirurgie de résection avec curage, qui va être la première possibilité, soit une radiothérapie stéréotaxique. Et donc, en pratique, la radiothérapie stéréotaxique, on l'a fait pour plusieurs raisons. Soit parce que c'est quelque chose qui est difficilement résécable, ce qui est assez rare, surtout chez les patients qui sont non opérables, donc soit pour des raisons fonctionnelles respiratoires ou des raisons cardiovasculaires, ou alors par refus du patient d'une chirurgie. Ça arrive de plus en plus que les patients soient un peu fatigués de la prise en charge médicale et donc préfèrent opter pour une radiothérapie en premier lieu. Donc, quand on opte pour une radiothérapie stéréotaxique, chez les gens chez qui le TEP scanner ne décrit pas d'atteinte ganglionnaire, notamment au niveau hilaire, il y a vraiment un très grand rôle du TEP, tout simplement parce qu'on a la possibilité de traiter des tumeurs sans anatomopathologie avec une dérogation. Il faut que ce soit persistant, voire évidemment, on préfère que ce soit évolutif à 3 mois, malgré une antibiothérapie bien menée, et avec un caractère hypermétabolique. Donc, nous, ça nous arrive environ dans 30 à 40% des cas de traiter des gens sans certitude de traiter vraiment un cancer, mais en essayant d'avoir tous les arguments pour s'en assurer, avec du coup les éléments d'évolutivité et d'hypermétabolisme, après une antibiothérapie, après bien sûr aussi un passage en RCP qui nous dit que ça ne peut pas être grand-chose d'autre normalement. Et donc vraiment une nécessité pour nous de s'assurer que ça ne peut pas être autre chose et que le TEP est vraiment en faveur de quelque chose de très suspect. En pratique, on le fait très souvent parce qu'en radiothérapie stéréotaxique, la plupart des contre-indications, c'est des contre-indications fonctionnelles, souvent chez des gens qui ont de l'emphysème, et donc en pratique, la ponction est trop risquée. Il y a un rôle de TEP très, très, très important pour le statut N, parce qu'en fait, en pratique, quand les gens sont CN0 TEP, nous, on ne va pas du tout aller vérifier le HIL par des stagings systématiques. Donc, il y a vraiment une nécessité de nous dire si c'est négatif ou si c'est douteux, et dans ce cas-là, on ira le vérifier. Parce que quand on fait une radiothérapie stéréotaxique, on ne fait pas d'irradiation des ganglions, on prend uniquement la lésion. Il y a un risque de récidive qui est à peu près de 10-15% à ce niveau.
Et en pratique, vu qu'on aura irradié le nodule en face, globalement, de son aire de drainage, on n'aura pas de possibilité d'irradier la récidive ganglionnaire, et donc c'est des patients qui seront directement envoyés en chimiothérapie palliative. Donc, juste un petit rappel, la radiothérapie stéréotaxique, c'est à peu près ça. Donc, c'est les images du haut, c'est une radiothérapie stéréotaxique comme est faite dans la majorité des centres, c'est-à-dire un accélérateur qui est conventionnel, avec vraiment un bras de radiothérapie qui va tourner autour du patient. Et en bas, on a l'irradiation par le CyberKnife, qui est une machine qui est acquise par la plupart des grandes villes, même des moyennes villes maintenant, et donc avec un traitement qui est vraiment très particulier, comme vous voyez en bas à droite, qui se fait par de multiples faisceaux, environ une centaine, et qui a la particularité de ne pas être coplanaire, comme on dit. C'est-à-dire que ça ne tourne pas autour du patient, donc on peut passer par la tête, on peut passer par les pieds, et ça va avoir un rôle notamment dans la description de la pneumopathie radique par la suite. Donc, comme vous voyez, on fait vraiment une irradiation que du nodule. Donc, dans ce cas-là, s'il y a une récidive, notamment celle du haut, au niveau du île, on pourra y retourner. Mais quand c'est très, très proche, en fait, on est contre-indiqué. Et donc, c'est des patients qui ont une perte de chance. Chez les gens qui ont un caractère CN+, donc évidemment, on va aller faire une évaluation ganglionnaire par tous les moyens qui sont disponibles. Donc, dès qu'on décrit des ganglions qui sont positifs, on va essayer d'aller les prouver histologiquement. Donc, le principal biais, moyen, c'est les bus. On peut aussi avoir les médiastinoscopies. On peut avoir d'autres moyens comme les thoracoscopies ou également les écho-endoscopies œsophagiennes. Et si les gens sont finalement PN1 ou PN2, il va y avoir du coup deux possibilités actuellement. Donc, soit les chimiothérapies, immunothérapies non-adjuvantes. En pratique, on va lancer 3 cures avec un doublé à base de platine et de l'immunothérapie. On va faire un TEP, d'ailleurs, d'évaluation après ces 3 cures et une chirurgie de résection par la suite. Par contre, si la tumeur n'est pas résécable ou si le patient n'est pas opérable, on va partir sur une radiochimiothérapie, donc qui est soit concomitante, c'est-à-dire la chimio en même temps, soit séquentielle chez les patients MS2, c'est-à-dire chimio plus rayon, et actuellement l'immunothérapie adjuvante systématiquement derrière. Donc nous, en tant que radiothérapeute, on va vraiment utiliser et le TEP et le compte-rendu de la TEP de manière majeure, parce qu'on va fusionner notre scanner de préparation des rayons à la TEP. Et ensuite, on va vraiment se fier à ce qui a été décrit, ce qui a été retenu comme positif pour faire nos volumes de radiothérapie. Donc, en pratique, pour la tumeur primitive, ça va surtout nous permettre de différencier la tumeur primitive de la télectasie. Et donc, ça va permettre, en fonction de ce qui est décrit par l'isotopiste, si on nous dit que la tumeur, en fait, elle est au milieu d'une plage de condensation, mais que tout ce qui est en aval est plutôt une atélectasie plus ou moins surinfectée, on ne va pas le prendre dans nos volumes. Et du coup, ça va faire diminuer la taille de notre GTV, comme on dit, de notre volume à irradier au niveau tumoral. À l'inverse, il y a des adénopathies qui ne vont pas être hypertrophiées au niveau de notre scanner de centrage, au niveau des scanners réalisés déjà par les patients. Mais vous allez décrire un hypermétabolisme, ou alors nous aussi, on va retrouver à la fusion qu'il a l'air plutôt métabolique, notamment par rapport à sa petite taille, et on va aller chercher, on va augmenter la taille de notre GTV-N, c'est-à-dire de notre volume tumoral nodulaire qu'on va prendre en compte, et donc ça va nous augmenter notre champ de traitement. Il est évident que parfois, le staging ganglionnaire, il n'est pas fait à chacune des stations, donc on ne va pas attendre qu'il soit prouvé pour aller le chercher. S'il est décrit un ganglion, par exemple 2D, fortement douteux, on va aller le chercher par défaut, parce qu'on sait qu'une fois que nous, on a fait la radiothérapie, on est au maximum de nos contraintes, on ne peut plus en refaire, donc il vaut mieux en prendre un peu plus si c'est décrit, que regretter après, parce qu'on n'avait pas vu qu'on l'avait décrit et on l'a loupé. Le TEP nous aide énormément pour gommer la différence de nos contours entre 2 radiothérapeutes différents. Le rajout du TEP permet de passer d'une concordance entre radiothérapeutes de 37 à 84%. Donc, en pratique, pour nous, rapidement, les contours, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on fusionne les images secs du TEP. Donc, nous, on prend le non corrigé, enfin, on prend le corrigé, pardon, on prend le AC, on le rajoute sur nos scanners et ça nous permet, en plus de la description que vous avez déjà faite, de s'assurer quel ganglion ou pas fixe à ce niveau, de le rajouter dans le volume. Ensuite, ça nous fait tous nos contours, on délimite tout le reste du corps du patient. Et ça va directement conditionner la dosimétrie et donc les calculs et donc la toxicité de notre traitement. Pourquoi on a besoin d'un staging et on a besoin aussi d'une description assez claire des ganglions? Tout simplement parce que si en fait on prend des ganglions pour rien, en fait on se rend compte qu'on est délétère pour le patient. En fait, ça a été prouvé que si on fait une extension de champ de traitement à des adénopathies qui en fait n'étaient pas atteintes,
on a du coup une diminution de la réponse immunitaire du patient, c'est-à-dire qu'on va aller lui irradier des stations ganglionnaires où il y avait des lymphocytes sains. Il va moins bien répondre, il va moins être apte à combattre sa maladie, et donc ils ont une survie qui est statistiquement inférieure. Et de plus évidemment, on augmente le volume de traitement, plus on augmente la toxicité pulmonaire, cardiovasculaire, œsophagienne du patient. Par exemple, si on va décrire un ganglion sous-carénaire comme possiblement douteux, nous, du coup, on va essayer de le prendre, mais ça va être pile en regard des coronaires, avec du coup une augmentation de son risque d'infarctus. L'idée aussi, c'était ce qu'a dit Sarkis, c'est-à-dire vraiment d'essayer d'escalader la dose, c'est-à-dire d'augmenter la dose de rayon sur les lésions. Au début, on a essayé de le faire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a essayé de prendre tout le volume, au lieu de faire 60 à 66 grés, ce qui est notre volume de base, de monter à 74 grés. Et en fait, la survie des gens était inférieure parce qu'on les tuait plus sur des comorbidités, notamment cardiovasculaires. Du coup, les différentes publications récentes ont essayé de se baser sur la TEP pour faire ça et sur notamment ce qui est décrit comme actif et métabolique. La première vraiment des publications, c'était celle de 2020. On a essayé de monter à 74 grés, mais que là où c'était vraiment métaboliquement actif au TEP. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on diminuait la progression loco-régionale et surtout qu'on n'augmentait pas une progression en dehors du champ de traitement. Autant dire que c'était très fiable de se fier au TEP pour la radiothérapie. Et plus récemment, l'essai qui fait un peu le buzz en ce moment là, par rapport à la TEP et la radiothérapie, c'est l'essai RTEP7, qui du coup, c'est plutôt une phase 2, considérée pour nous plutôt comme une phase 2 actuellement, avec une attente de phase 3. En pratique, on ne le fait pas encore dans la vraie vie. Mais c'est chez des patients, un peu sélectionnés quand même, on fait un TEP à 40 degrés, donc 42 sur les 66. Donc il faut déjà être techniquement, avoir un centre qui a les TEP, vraiment que tout soit coordonné en amont. Et sur les cibles résiduelles métaboliques, que ce soit ganglionnaires ou tumorales, on augmenterait la dose avec ces fameux 74 grés. Pour l'instant, les résultats, c'est que ça serait un bon contrôle local, on n'augmenterait pas les récidives et il n'y aurait pas une augmentation des effets secondaires vu qu'on augmenterait la dose que sur les cibles métaboliquement résiduelles au niveau d'une dose déjà de 40 degrés, qui est en fait une dose qui est quand même importante. Ça demande déjà une phase 3, ça demande une grosse coordination des centres avec le centre de médecine nucléaire, ce qui va bien quand on l'a dans le même centre, mais qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et surtout, ça demande à ce que nous, on soit très réactifs pour qu'on puisse relancer une dosimétrie directement à 74 degrés. Donc, ce ne sera pas pour tous les patients. Le plus important de mon topo, là, j'avais envie un peu de parler du TEP scanner dans le suivi. Donc, déjà, il n'y a pas d'indication forcément du TEP scanner dans le suivi. On ne fait que des scanners, mais évidemment, on en fait dès qu'on a un doute sur une récidive sur les scanners. On l'évite, bien évidemment, dans les 12 à 15 mois qui suivent une radiothérapie, parce que dans tous les cas, ça va être inflammatoire, ça va fixer. C'est évident que si on a un hypermétabolisme focal au milieu de la cicatrice radique, ça va être plus suspect qu'un truc très diffus qui fixe très peu. Néanmoins, nous, on n'en fait vraiment jamais, ou alors on regarde à peine ce qui se passe au niveau de là où on a fait les rayons. J'ai différencié quand on fait la radiothérapie stéréotaxique par rapport à quand on fait la radiochimiothérapie concomitante, parce que finalement, les images post-radiochimiothérapie concomitante sont assez faciles à lire. Il y a eu plusieurs publications en radiothérapie sur l'aspect qu'a le poumon après une radiothérapie stéréotaxique. Ça peut avoir tous les aspects possibles. Ça peut avoir l'aspect au niveau précoce, à moins de 3 mois, de condensation, de verre dépoli en mosaïque, aucune réaction, juste une cicatrice. Et en tardif, ça peut faire des masses, des cicatrices, des verres dépolis très diffus. Donc, nous, on regarde un peu aussi les images, mais c'est vrai que ça fait des images extrêmement perturbantes et qui, du coup, sont métaboliquement actives systématiquement. On peut avoir des images comme ça, post-radiothérapie, avec vraiment des condensations post-radiques très importantes à 4 mois, vraiment en lieu et place du nodule. Également des aspects, vraiment juste un petit verre dépoli avec un aspect de cicatrice à ce niveau-là, ou des aspects plus de condensation, comme on dit en mosaïque, à 12-15 mois, qui vont être métaboliquement actifs, qui peuvent totalement ressembler à la tumeur primitive et qui pourtant ne sont uniquement que de la cicatrice radique, où il ne faut absolument rien faire à part surveiller. J'ai déjà parlé du coup du CyberKnife, donc du coup de notre machine qui fait des cicatrices un peu particulières. En pratique, nous, quand on fait de la radiothérapie stéréotaxique, on relie systématiquement les images, mais on est très rassuré quand la cicatrice de radiothérapie, quand la condensation post-radique, elle est très linéaire, notamment sur des plans coronales, sur des plans sagittales, parce qu'on sait qu'on a irradié le patient en circulaire, donc c'est uniquement sur un certain plan de coupe. Donc ça ne peut pas être ni en dessous ni en dessous.
Et donc, quand on a vraiment des condensations extrêmement linéaires sur les plans sagittaux ou coronaux, on sait très bien que c'est la radiothérapie et qu'il n'y a rien à faire. La seule petite subtilité, c'est si les gens ils ont été irradiés sur d'autres machines, et notamment au Cyberknife, avec des irradiations, comme je vous ai dit, qui pouvaient passer par la tête, par les pieds, par n'importe où. Il n'y a plus du tout ce côté très linéaire sur les plans de coupe sagittaux ou coronaux. Et donc, du coup, ça peut vraiment mettre en défaut. Ça fait des cicatrices, comme vous voyez là sur les images, qui peuvent vraiment avoir des aspects qui ne sont pas du tout linéaires sur ces plans-là et qui prennent vraiment la forme des faisceaux. Et donc, ça peut tirer en tête-pied sur tous les plans. C'est beaucoup plus compliqué à lire. Ça fait des tractions qui sont assez atypiques. Et donc, il faut vraiment que nous, on regarde les images pour comparer au champ de traitement pour s'assurer que ce ne soit pas d'autre chose que nous. À part la pneumopathie, donc la condensation post-radique, on peut avoir en stéréo des conséquences, notamment des pansements pleurales réactionnels, comme en radiochimio, mais surtout des fissures costales en stéréo qu'on ne verrait pas en radiochimiothérapie et qui peuvent pour le coup avoir cet aspect. J'ai mis un exemple d'un patient à qui j'avais fait une stéréo dans le lobe inférieur gauche en 2018. Et 6 ans après, il m'a fait la fracture de côte pile en regard du champ de traitement. C'est évidemment une fracture de côte qui a une tête extrêmement particulière avec une grosse infiltration des parties molles qui a beaucoup de mal à consolider, beaucoup plus que si c'était une fracture hors champ de traitement, qui évidemment est métabolique et qui est par contre pas du tout d'allure secondaire, ce qui pourrait tout à fait être décrit ici et qui est uniquement une fissure costale en terrain radique. Ça n'arrive pour le coup qu'en stéréo. On peut aussi avoir en stéréo des remaniements musculaires, donc des véritables myosites qui peuvent être inflammatoires. On peut avoir des arthrites quand on a fait des champs de traitement très proches de certaines articulations. Et surtout, la particularité, c'est qu'on peut vraiment avoir des adénopathies réactionnelles qui peuvent être hypermétaboliques au TEP, être décrites comme des récidives du cancer, et qui pourtant ne sont que des adénopathies réactionnelles. J'ai mis un cas de ce genre d'adénopathie réactionnelle parce qu'en vrai, ça peut vraiment être très dangereux. On avait irradié en juin 2023 un adénocarcinome du lobe supérieur gauche, comme vous pouvez voir sur l'image de droite. Et puis, c'est un patient qui, un peu de manière particulière, avait des TEP scanners de suivi parce qu'il avait un antécédent de cancer ORL. Et donc, en fait, on faisait des TEP de suivi. Au TEP qui avait été réalisé en juin 24, donc à 13 mois de la radiothérapie stéréotaxique, il a été décrit du coup un renforcement métabolique du nodule traité, mais qui était stable en taille et qui n'était pas suspect. Mais par contre, il a été décrit des adénopathies au niveau de la fenêtre 4L, au niveau des fenêtres 5-6, et donc vraiment des adénopathies, comme vous voyez, qui, je ne suis pas isotopiste, mais qui peuvent vraiment être très suspectes, avec vraiment un SUV max qui était très élevé, vers 10, avec vraiment quelque chose qui était en regard dans la zone de drainage du nodule qui avait été traité. Malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en gros, l'adénopathie 4L, elle était trop petite pour être biopsiable en ébus. Toutes les adénopathies de la fenêtre aorto-pulmonaire, elles étaient accessibles comme médiastinoscopie. Le patient était un peu fatigué. On trouvait que c'était un délai compatible pour une récidive, que c'était clairement dans le champ de l'adénocarcinome traité. Et donc, on voulait se lancer dans une radiochimiothérapie concomitante. Le TEP était en juillet, je le revois un peu à distance, le temps qu'il se repose un peu, et puis on se dit qu'on va lancer tout ça en septembre, et puis je refais un TEP, et puis on se rend compte qu'en fait, les ganglions ont commencé à régresser, que tout ce qui était en 5-6 a l'air d'être beaucoup moins métabolique, la taille a diminué de plus de la moitié, et il y a juste le 10G qui reste un peu globalement stable, mais ça nous fait commencer à vraiment un peu douter sur l'origine carcinomateuse de ces adénopathies. On recontrôle le TEP le 20 novembre, et puis finalement, il n'y a absolument plus rien qui fixe, et c'était uniquement une réaction inflammatoire ganglionnaire à 12 mois pile de l'irradiation. Hein, donc 12-15 mois, c'est vraiment, en gros, de 6-9, 12-15, là, c'est vraiment la période la plus inflammatoire de la radiothérapie. Et donc, en fait, on avait lancé une radiochimiothérapie sur des adénopathies réactionnelles. Bon, ceci dit, la radiochimiothérapie aurait très bien marché, mais elle n'était pas utile. En post-radiochimiothérapie, les images sont un peu plus, je pense, faciles à lire parce qu'on a un peu plus l'œil et c'est des techniques beaucoup moins récentes et beaucoup plus diffusées. Le délai de la cicatrisation radique, c'est dès les 3 premiers mois, hein, ça débute à 4-6 semaines, c'est un max à 6-9 mois, 12-15, ça commence à diminuer un peu. Après 2 ans, c'est toujours possible, notamment quand il y a de l'immunothérapie concomitante. On commence vraiment à nous penser à une récidive sur notre champ de traitement quand le bronchogramme aérique commence à se remplir ou quand ça devient un peu convexe.
Les images post-radiochimiothérapie sont facilement lisibles, oui, sauf que ça fait que 3-4 ans qu'on met l'immunothérapie adjuvante systématiquement derrière ou concomitante, c'est-à-dire que maintenant, la première ligne de traitement, c'est des chimio-immunothérapies. Quand ça répond très bien, on fait de la radiothérapie, on garde l'immuno, parce que nous, en pratique, on ne peut pas l'arrêter, il faudrait l'arrêter 6-9 mois pour éviter d'avoir des toxicités combinées radiothérapie, immunothérapie, donc on la garde. Ce n'est pas un choix de gaieté de cœur parce que ça augmente beaucoup de nos complications, ça augmente le nombre de nos pneumopathies radiques, ça augmente le nombre de nos POC radio-induites, ça augmente les aggravations de PID, parfois mortelles, qu'on a en radiothérapie, et ça augmente toutes les autres toxicités qu'on pourrait avoir nous et qui peuvent avoir eux en oncologie médicale avec l'immunothérapie, tout ce qui est articulaire, myocardique et thyroïdien, et ça peut tout à fait être mêlé à la toxicité de radiothérapie elle-même. L'immunothérapie en post-radiochimiothérapie, on la met maintenant dans tous les cas. Donc, on la met dans les non-CPC, dans les non-aptites cellules, depuis à peu près 3-4 ans. Donc, ils se prennent 1 an de durvalumab après la radiochimio. Ça montre que la survie globale est bien supérieure, mais ça montre aussi plus de pneumopathies radiques qui peuvent être plus graves, qui nécessitent des corticoïdes et qui sont plus précoces. Donc, on est très, très vigilant et d'autant plus sur ces toxicités-là. Mais maintenant, on le met systématiquement derrière. Et depuis l'essai paru en 2024, l'essai Adriatique, maintenant, ils auront le durvalumab pendant 1 an après toutes les radiochimiothérapies pour même les CPC. Ça augmente leur survie globale, ça augmentera les pneumopathies radiques, mais les CPC auront aussi droit à leur durvalumab 1 an après, avec donc une augmentation de l'ensemble de nos complications. Pour finir, un petit mot sur les M+, donc ça a été très bien dit par Sarkis, mais du coup, nous, on attend aussi du TEP d'éliminer une atteinte métastatique à distance. Bien sûr, on va les biopsier si on a le moindre doute. Hein, comme on disait, si on décrit une lésion métastatique, au bénéfice du patient, si c'est un peu douteux, on va fermer les yeux. Si c'est un peu moins douteux, on va aller le biopsier. On fait, pour les cancers du poumon, et maintenant c'est prouvé, un traitement quasi systématique des oligométastases avec des traitements locaux. Donc, c'est très, très important si au niveau des TEP qui sont faites de manière initiale, s'il y a peu de métastases, alors pour nous, oligométastases, c'est moins de 3 métas dans moins de 3 organes différents. Il faut vraiment tout décrire parce qu'en fait, si finalement il avait une méta surrénalienne, une méta hépatique ou une méta osseuse, par exemple, à la base, et à un moment, notamment à l'ère de la chimio-immunothérapie de première ligne, on va avoir envie de tout clôturer, soit par chirurgie, on a la surrénalectomie très facile, soit par stéréo, on peut faire des stéréos d'absolument tous les organes, on peut faire les stéréos bien sûr intracrâniennes, mais le foie, le pancréas, les stéréos surrénaliennes, bien sûr, le poumon, l'os, on fait absolument tout. Et évidemment par les radiologues interventionnels, que ce soit par radiofréquence ou par cryo. Donc en fait, à un moment, même s'il est multimétastatique, on va mettre en place la première ligne. Si ça répond bien, on va se poser à un moment la question d'un traitement de clôture. Petit aparté aussi pour l'immunothérapie, donc, comme on disait, on va tout clôturer. Chimiothérapie, immunothérapie, on la met 2 ans, on fait un TEP à 2 ans. TEP à 2 ans, on est de plus en plus vigilant parce qu'avant, il y avait des ganglions qui fixaient. On allait faire de la radiothé de clôture sur ces ganglions. En fait, on s'est rendu compte dans la moitié des cas, c'était des granulomes. Donc maintenant, on va les biopsier systématiquement pour ne plus faire d'erreur. Cas particulier des méta-osseuses, donc ça c'est très rapide. Nous, ce qu'on veut savoir quand on est appelé, en pratique, c'est le risque d'instabilité. Donc on utilise, en tout cas on devrait utiliser la classification SINS, qui nous permet de voir à quel point ou pas c'est instable au niveau de la lésion rachidienne. Se discute à cet endroit-là du coup une chirurgie, une cimento ou une radiothé, si on pense que c'est pas si instable que ça, notamment pour les stéréos. Après, ça dépend surtout principalement de l'état du patient. Si le patient est MS2-3, on ne va pas l'envoyer en chirurgie. Et au niveau des épidurites, donc j'ai mis avis orthopédique parce que chez nous, c'est les orthos qui opèrent les épidurites, mais ça peut être bien sûr les neurochirurgiens. Les orthos ou les neurochir, ils vont surtout s'il y a un déficit neurologique. Et après, systématiquement, on va aller faire une radiothérapie adjuvante. Les orthos ou les neurochirurgiens, ils aiment beaucoup quand c'est un seul étage, quand le patient est opérable, bien sûr, quand il est au MS1 en début de prise en charge, quand c'est des lésions multi-étagées, quand le déficit il est là depuis trop longtemps, quand le pronostic du patient il est à très court terme. Finalement, on est facilement sur de la radiothérapie. Idéalement, pour avoir un espoir de récupérer un quelconque déficit, il faut qu'on la lance dans les 24-48 heures de l'installation du déficit, ce qui dans la vraie vie ne se fait jamais. Et on met bien sûr en place la corticothérapie.
Donc, en conclusion de mon topo, donc quand c'est un statut CN0, va se discuter une chirurgie versus radiothérapie stéréotaxique. Et comme vous l'aurez compris, nous, en stéréo, on a vraiment besoin de savoir si le N0 il est douteux ou pas, parce qu'au moindre doute, on va bien sûr soit le délimiter sur notre champ de traitement pour pouvoir l'irradier après, soit le prendre, et dans ce cas-là, ce n'est plus une stéréo, soit considérer qu'il n'est pas atteint et prendre le risque du coup de ne pas pouvoir y retourner par la suite. Quand c'est CN+, il faut bien sûr toujours avoir un staging ganglionnaire vu les conséquences de ce statut-là. C'est soit pour les chirurgiens avec maintenant systématiquement la chimio-immuno-néoadjuvante, soit pour nous avec du coup la radiochimiothérapie puis l'immunothérapie et donc toutes les conséquences sur la délimitation du volume dont on a déjà parlé. Et bien sûr, dans le suivi, s'il se trouve qu'on fait des TEP dans le suivi, déjà souvent guidés par une modification scanographique, il faut bien faire attention à l'inflammation amenée par les traitements, notamment la radiothérapie, notamment l'immunothérapie et surtout la radiothérapie dans le contexte de l'immunothérapie. Voilà, merci beaucoup. Merci Claudia pour ce topo, c'était super. On va laisser la parole s'il y en a qui ont des questions dans la salle pour faire prendre la main, n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, sinon, j'ai une question qui est un peu la problématique assez récurrente de ces TEP. C'est ces fameux ganglions douteux, entre guillemets, ou faiblement métaboliques, ou alors, je ne sais pas si on peut le dire, comme dirait Sarkis. Hein. C'est une question un petit peu pour vous deux. Mais comment toi, Sarkis, tu gères ces ganglions dans un contexte de patient qui va être traité par une radiothérapie? Parce que c'est vrai que s'il a une chirurgie, il y aura systématiquement, je pense, un contrôle histologique. Est-ce qu'il y a des cas où tu privilégies de ne rien dire, de le catégoriser plutôt négatif pour un même ganglion, et dans d'autres cas, tu vas plutôt le catégoriser positif ou douteux pour inciter à aller plus loin? Est-ce que tu as une stratégie, une stratification pour ces cas-là? Donc là, on est en contexte pré-thérapeutique. Ouais, pré-thérapeutique, ouais, il y a un ganglion hilaire, c'est des fumeurs, souvent ils ont des ganglions hilaires un peu des deux côtés qui fixent un petit peu. T'as pas de certitude, t'as pas non plus dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que tu vas pousser le radiothérapeute à les vérifier? Est-ce que tu vas pousser le radiothérapeute à la radiothérapie stéréotaxique et le reste pour plus tard? Est-ce que tu as une stratégie, on va dire, un petit peu unique sur ces différents cas? Alors, là encore, hein, c'est de la cuisine loco-locale. Hein, j'ai tendance à plutôt downstager le 4R en fonction de la présentation morphologique. Et par contre, j'ai tendance à upstager le 7 en leur disant d'aller refaire éventuellement une ponction sur le 7 qui n'est pas faite en systématique. Voilà, sinon le 10, je suis emmerdé comme tout le monde. Et toi, Claudia, tu as des préférences sur la stratégie, sur ces cas un peu douteux? Tu préfères ne pas irradier un ganglion si tu peux y retourner après pour rien? Ou tu préfères savoir d'emblée pour modifier ta stratégie thérapeutique ou... Alors, c'est vrai qu'il y a deux cas. Les cas où c'est de la radiothérapie stéréotaxique, pour le coup, c'est vrai qu'on fait très attention aux îles. Mais en fait, c'est souvent, si vous avez un doute, en fait, c'est que le truc est tout petit. Et donc, quand le truc est tout petit, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas l'avoir en ébus le plus souvent. Et donc, du coup, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça ne nous arrange pas des masses. En général, vous dites si vous trouvez ça quand même assez suspect ou pas. Ça nous a déjà arrivé de pas faire la stéréo et de faire une radiochimio-conco, même si on n'arrivait pas à biopsier le île jusque sur le TEP pour pas risquer pour le patient. En fait, nous, c'est vraiment à nous de dire, en fait, la question qui va être posée en RCP, c'est au radiothérapeute, ça va être, est-ce que vous pourrez y retourner ou pas? Donc nous, c'est à nous de savoir, on le sait très vite. Si on peut y retourner, ça nous va de dire juste douteux. On préfère que ce soit signalé et comme ça, on fait des scanners injectés à 3 mois parce que sinon, on fait juste un thorax en injecté. Et dans ce cas-là, du coup, on fait vraiment une surveillance à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que si on est juste à côté, on va le prendre par défaut. Donc, c'est vrai que pour le heal, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Alors après, on revérifie toujours au dernier moment, hein, c'est-à-dire qu'au scanner de centrage, on vérifie la taille du ganglion, on voit si ça a grossi dans l'intervalle, ça nous donne aussi une donnée. Et après, pour tout le reste, donc c'est-à-dire toute la radiochimio concomitante,
on préfère que ce soit marqué bien suspect. Et si c'est douteux, juste dire que c'est douteux, on comprend très bien que vous ne puissiez pas tout dire. Si ce n'est pas biopsie, c'est à nous d'un peu de voir, c'est aussi notre métier. Et on verra si le rajouter par rapport au doute, ça nous rajoute beaucoup de tox ou pas. Et puis à un moment, s'il y a beaucoup de doutes, c'est que le patient il est beaucoup moins local que ce qu'on pensait, quoi. Okay. Merci, c'était très clair. Hélène Gauthier, tu veux poser une question? Est-ce qu'il y a des seuils pour les valeurs de ganglions, des seuils de SUV? Parce qu'on a l'impression qu'avec les têtes numériques, on décrit des choses de plus en plus petites qu'on ne voyait pas avant et qui ont des faibles fixations. Est-ce que ça a un intérêt vraiment de les décrire? Ça a été étudié ou pas? Des seuils Il n'y a pas de seuil, pas de consensus. Il n'y a rien de nouveau depuis ce qui date d'il y a plus de 15 ans maintenant, qui retient des seuils à 2,5 dans certaines séries, à 4 dans d'autres. Il est fort possible qu'on fasse du surstaging sur ces Je suis persuadé qu'on fait tous de la merde tous les jours. Et c'est pas grave, hein. Une autre petite question, Claudia, mais qui n'est pas en rapport avec la TEP. Est-ce que vous faites maintenant, parce qu'on ne le faisait pas, est-ce que vous faites une imagerie fonctionnelle pulmonaire, en scintigraphie notamment, pour modifier vos chambres de radiothérapie? Parce que tu peux passer par partout. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait, qui est envisagé ou qui va se développer? Alors, après avoir fait un séjour dans ton service, quand tu étais au CHU, je m'étais lancée dans la réflexion parce que c'était hyper in. Et donc, je l'ai fait pour quelques patients. Je ne l'avais pas fait dans un essai parce que c'était chiant, mais je l'ai fait pour quelques patients. Là, on l'avait fait pour 3-4. Et puis, on s'était dit, tiens, on va faire des belles scintilles ventilation-perfusion. On va voir par où on va passer. Ça va épargner le poumon. Voilà, c'était très beau. En pratique, ça n'a jamais rien changé parce que les gens, ils ont des grosses tumeurs. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis au CHU, mais ils ont tous des énormes tumeurs. Et donc, en fait, on essaie de passer par là où on épargne le plus de poumons. Et en fait, de faire une dosie, donc on avait fait des dosiers à l'aveugle entre quelqu'un qui sait la scintille VP et quelqu'un qui ne le sait pas, et bien en fait, ça ne changeait pas la dosie parce qu'on n'avait pas le choix que de passer par là où on devait passer pour épargner au mieux le poumon. Voilà. Okay. Donc, en pratique, c'est nous qui faisons un peu attention quand on contrôle le poumon. Et c'est sûr que c'est une énorme bulle d'emphysème, on ne va pas marquer que c'est du poumon sain. Par contre, en pratique, j'avais fait ça sur quelques patients et on s'était vite rendu compte qu'en fait, les dosies, on passait par là où c'était le plus logique de passer. Que si le poumon juste à côté de la maladie, il n'était pas fonctionnel, il était fonctionnel, de toute façon, on allait quand même l'irradier puisqu'il est juste à côté de la maladie et qu'en fait, il n'y avait pas tant de surprises que ça. Et quand j'en avais un peu parlé du coup à mes pairs, entre guillemets, au niveau Nouvelle-Aquitaine, il y en avait qui commençaient à le faire. Je les ai vite un peu découragés parce qu'en fait, en pratique, ça ne change rien. On essaie juste de passer par là où on épargne le plus de poumons parce qu'on est souvent quand même très limite dans nos contraintes, quoi. Tu veux ajouter un mot, Sarkis, là-dessus? C'est vrai qu'après, il y a des études qui sont sorties, mais c'est avec de la TEP, l'étude Pegasus de Brest. Aucun rapport, c'est plutôt une question pour Claudia. Qu'est-ce que vous faites des patients est-ce qu'il y a une prise en charge particulière pour les patients qui ont reçu de l'irradiation des coronaires, qui n'avaient pas de facteur de risque cardiovasculaire particulier, sachant que les coronaropathies seront plutôt dans les 10 ans, quoi, plus que dans les 2 ou 3 ans. Est-ce qu'il y a un suivi cardiologique qui est programmé longtemps en amont ou pas du tout? Alors, en pratique, on n'a aucune recommandation pour savoir quoi faire au niveau cardiologique chez les patients traités par radiothérapie thoracique. Aucune. Tout simplement parce qu'avant, les gens mouraient très vite et donc, en fait, on s'en fout totalement. Maintenant, les gens meurent beaucoup moins vite et en fait, au contraire de ce qu'on pense, les toxicités cardiaques de la radiothérapie arrivent dans les 2 ans qui suivent la radiothérapie assez souvent. Et donc, en fait, on a le temps de les voir avant que les gens aient autre chose. Nous, en pratique, on est de mieux en mieux sur le contourage de ce qu'on délimite au niveau du cœur. Alors, on délimite le cœur, on délimite le ventricule gauche pour la fonction du FEVG, on délimite les coronaires. En pratique, on ne fait pas toutes les coronaires. On fait la coro gauche, la coro droite, la circonflexe et l'IVA. Et on fait le nœud sino-atrial pour les troubles du rythme. Les toxicités cardiaques, c'est principalement les coronaires. Dès qu'on dépasse 30 degrés, on a un risque d'infarctus.
30 grés, on les dépasse tout le temps, on fait 60 grés. Dès qu'on fait 60 grés sur un sous-carénaire, il faudra m'expliquer comment on peut faire 30 grés sur l'artère, la coronaire qui est dessous. La fonction du VG, celle-là, dans les pathologies thoraciques, on ne la touche pas. C'est plutôt les cancers œsophagiens où on irradie tout du long là, du cœur. Là, vraiment, la fonction, on peut vraiment la diminuer. Et dès qu'on touche l'oreillette gauche, donc dès qu'en fait, on doit aller toucher le 4D, le 7, certains hilaires ou para-hilaires, mais en fait, on va irradier l'oreillette gauche et donc on va créer des FA, on va créer des troubles du rythme. Et donc, on délimite au mieux ces structures, mais en fait, on peut pas, on fait, voilà. Et donc, la conclusion, c'est que pour les pathologies, alors nous, ce qu'on fait, pour les pathologies thymiques, parce que du coup, quand on fait des radiothérapies adjuvantes, notamment des thymus, on irradie plein pot le péricarde et plein pot les coronaires. Et dans ce cas-là, les patients, ils ont quand même un pronostic qui est bon. Et donc, je leur fais faire une échographie, un ECG, épreuve d'effort à 2 ans et tous les 2 ans. Et globalement, pour les thorax, on va dire que dans les 2 ans, je ne les embête pas trop, parce qu'ils ont quand même, on a que 50 à 60% de risque de bien marcher quand même. Il ne faut pas non plus. Donc, on n'essaie de pas les embêter. Ils ont le durvalumab, on les surveille bien. Et ensuite, si on voit que finalement, ça se passe bien, je regarde ce que j'ai fait. On les envoie au cardio à 2-3 ans. Et puis après, tous les 2 ans. Il y a une question qui vient d'être posée dans la salle, c'est sur les adénopathies mammaires internes et intercostales. Quand il y a une atteinte pleurale, est-ce qu'on les considère M+, ou est-ce qu'on considère que c'est le territoire de drainage de cette atteinte pleurale? Une atteinte pleurale de la lésion primitive, du coup, ou une atteinte pleurale secondaire? Je pense que c'est primitive. Alors, nous, on a... Alors, je pense que c'est M, mais je pense que ça fait des statiques comme les axillaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne ferait pas de traitement local. Je pense qu'il faut différencier le TNM de ce qu'on va faire au bénéfice du patient. Clairement, je vois la question, quand on a un cancer primitif qui infiltre la plèvre, et du coup, à cause de ça, on a une atteinte de la CMI ou on a une atteinte des axillaires, alors qu'en fait, on n'a aucun autre relais qui est atteint. Bien sûr que s'il y a M3, ce n'est pas la question, mais si des gens qui ont juste un petit IL et une CMI, parce qu'en fait, c'est la plèvre qui a directement été dans la CMI, ben, honnêtement, on fait des radiochimio comme si c'était un truc local, parce qu'en fait, ce n'est pas un mécanisme de diffusion métastatique hématogène. C'est un truc pleural de contiguïté. Donc, en fait, je pense que stricto sensu, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que ça serait M. Mais en RCP, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de prendre quand même ça dans le champ de radiothérapie en disant que c'était une voie de diffusion pleurale ou pariétale. Et dans ce cas-là, nous, ça nous est déjà arrivé d'aller irradier la tumeur primitive, la paroi, et d'aller prendre l'axillaire en se disant que c'était la voie de diffusion était comme ça et que ce n'était pas métastatique. Ouais, ça a du sens. C'est un vrai sujet pour les chirurgiens aussi, hein, parce que la nouveauté serait de dire que la segmentectomie va devenir le nouveau standard, alors que certains chirurgiens pensent qu'en fait il y a des drainages lymphatiques un petit peu aberrants et en fait une lobectomie, même si c'est moins d'épargne parenchymateuse, ça réglerait plus de soucis en termes de récidive sur du drainage un petit peu aberrant, quoi. Donc ça, c'est encore un vrai sujet plutôt chirurgical. Ben, c'est vrai que pas plus tard que là, aujourd'hui, en RCP, on a une dame hyper jeune, elle a 2 nodules du lobe supérieur droit, elle est N0 total TEP, on va aller la stat G, mais elle est N0 et elle a juste un susclave. Bon, on voit bien que c'est pas le I, le 4, le 2, le susclave, quoi. Elle a dû vraiment faire un truc un peu pariétal qui est envoyé directement en susclave. Et dans ce cas-là, ben, on se pose vraiment la question d'un traitement local parce que c'est extrêmement cher payé que de dire ben, c'est sûr, c'est passé par le sang, c'est métastatique. Donc, je pense qu'il y a la classification TNM, où du coup, on peut dire M, mais ça n'empêche qu'en RCP, aller irradier des M1 CMI ou des M1 axillaires, ben, ce n'est pas du tout choquant. Après, il faut juste que ce soit incluable dans le champ et qu'on pense qu'au bénéfice du patient, ça vaut le coup. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. Merci en tout cas pour ces présentations, c'était hyper intéressant. Et bon, comme d'habitude, normalement, si l'enregistrement a bien fonctionné, on les diffusera, elles seront accessibles à tout le monde. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, merci à tous d'avoir été présents aussi nombreux. À vous. Et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Salut.